Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce webinaire qui s'intitule La création d'un fonds documentaire facile à lire. Ce webinaire est le premier épisode d'un cycle de 3 webinaires sur le facile à lire, organisé par la Fédération interrégionale du livre et ses membres en 2026. Le deuxième épisode, pour rappel, aura lieu en mai et abordera les questions autour de l'aménagement d'un espace facile à lire, que ce soit en termes de mobilier, de signalétique et d'éclairage. Le troisième aura lieu en novembre et parlera de l'organisation d'un prix facile à lire à différentes échelles. Donc, si vous avez des questions qui sont relatives plutôt à l'aménagement de l'espace ou aux médiations, sachez que nous n'y répondrons pas pendant ce webinaire, mais lors des 2 prochains webinaires. À noter également que vos micros et vos caméras sont coupés par défaut. Et donc, pour poser des questions, merci d'utiliser l'outil questions-réponses. Toutes les questions seront traitées dans la dernière partie du webinaire entre 11h10 et 11h30. Ce webinaire va se dérouler en 2 temps. Nous aurons d'abord une table ronde avec nos 3 intervenantes que je vais vous présenter d'ici quelques minutes, donc ceci jusqu'à 11h10. Et puis ensuite, nous aurons un temps de questions-réponses où nous essayerons de répondre au plus grand nombre de questions possibles. Sachez toutefois que si vous n'obtenez pas réponse à votre question, nous travaillons actuellement à une foire aux questions sur le facile à lire qui sera mis en ligne d'ici peu sur le site de la FIL. Donc, avant de présenter nos intervenantes, quelques mots de la FIL et des structures régionales pour le livre. Donc, moi, je travaille comme chargée de mission médiation et public à la FIL, qui est à la fois un réseau et une association nationale qui réunit des agences régionales pour le livre, des institutions nationales et aussi quelques associations. La FIL et les agences régionales pour le livre sont engagées en faveur du développement de la lecture depuis de nombreuses années maintenant. Elles produisent notamment des ressources, elles organisent des journées d'études, des webinaires, des rencontres pour faciliter le développement de la lecture auprès des publics empêchés ou éloignés. Et c'est dans ce cadre qu'en 2025, la FIL a produit avec ses partenaires un guide sur le facile à lire qui est destiné à tous les professionnels ou bénévoles intéressés de près ou de loin par la démarche facile à lire. Mais de nombreuses autres ressources sur le facile à lire sont proposées par les membres de la FIL, dont nous vous partagerons les liens ultérieurement. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter nos 3 intervenantes et leur laisser la parole. Donc, avec nous pour la table ronde, nous aurons Sarah Mamad de Beauregard, qui est chargée de mission publique éloignée à l'Agence du livre de Bretagne, Livre et Lecture en Bretagne. Nous avons également Françoise Combe, qui est bibliothécaire à la bibliothèque du Carré d'Art de Nîmes, et Hélène Fouéré, qui est directrice de la bibliothèque de Landerneau et membre de l'association Libre, dont elle vous parlera tout à l'heure. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon webinaire et je laisse sans plus tarder la parole à nos 3 intervenantes. Merci Agnès. Bonjour tout le monde. Bonjour Hélène. Bonjour Françoise. Donc, Bonjour. on va débuter ce webinaire. On se disait que c'était peut-être intéressant pour commencer. Donc, n'hésitez pas, Hélène et Françoise, si vous voulez vous présenter un peu plus que ce qu'a pu dire Agnès. Mais dans l'idée, Hélène, est-ce que tu voudrais bien nous parler des grands principes du facile à lire? C'est quand même intéressant quand même de rappeler ce qu'est le facile à lire, à qui il s'adresse, et, euh, et aussi peut-être nous parler à un moment donné des distinctions entre le FAL et le FALC pour être sûr qu'on va tous un peu dans la même direction aujourd'hui. Oui, bien sûr, bonjour. Alors, pour me présenter, moi je suis Hélène Fouéré, responsable de la médiathèque de Landerneau dans le Finistère, à côté de Brest. Et je suis vice-présidente de l'association Libre qui a créé la première collection facile à lire en France, nativement facile à lire, mais on y reviendra dans la matinée. Donc, pour rappeler les grands principes du facile à lire, le facile à lire, il vient pas de nulle part. Il est arrivé, c'est un concept qui est inspiré des pays nordiques. Il arrive des Pays-Bas, Scandinavie et du Canada. Ça s'appelle les Easy to Read Square. Et il a émergé en France, en Bretagne en 2013 et a vraiment été déployé à partir de 2014, donc un peu plus de 10 ans à l'initiative de Françoise Zarnowski et de son cabinet Bibliopass. Elle l'a déployé dans le cadre du Pacte d'avenir pour la Bretagne en 2014. Les premiers espaces faciles à lire, ils sont nés dans le Finistère et puis ils se sont très très rapidement déployés en Bretagne puisque Livre et Lecture en Bretagne était évidemment partenaire de ce projet-là et a largement contribué a fait partie de cette impulsion et de cette émergence
en Bretagne. Puis après, en fait, il s'est très rapidement élargi à toute la France, au point de devenir un label qui est aujourd'hui porté par le ministère de la Culture, en lien avec l'Association des bibliothécaires de France, de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme et de la Fédération interrégionale du livre et de la lecture. Donc aujourd'hui, il est largement déployé sur toute la France, métropole et outre-mer. D'où ça vient le facile à lire? En fait, c'est que on part de constats très simples, hein, c'est que c'est pas forcément facile de lire pour tout le monde. Et pourtant, on propose dans nos bibliothèques des livres qui peuvent s'adresser à tous, donc qui pourraient être considérés comme faciles à lire. Mais malgré tout, en médiathèque, on touche pas à tous les publics, loin de là. Enfin, quand on voit les pourcentages de fréquentation et d'inscription en bibliothèque, on se dit bien il y a quand même une grande part de la population qu'on ne touche pas. Et parmi cette part qu'on ne touche pas, il y a certainement des publics concernés par les espaces faciles à lire. Pourquoi c'est pas facile de lire pour tous? Souvent à tort, enfin, on a tendance à considérer qu'une fois adulte, les difficultés de lecture, elles ont tendance à disparaître. Autant pour les enfants, on accepte assez facilement l'idée qu'ils puissent avoir des difficultés d'apprentissage ou des difficultés dans la lecture, et on a tendance à oublier que ces difficultés, en fait, elles restent présentes à l'âge adulte. Et puis, certains peuvent avoir des difficultés de lecture pour plein de raisons, parce qu'ils ont des problèmes dans la technique de lecture, ils manquent de pratique. Et puis, si on pratique pas, c'est un peu comme le vélo, ça se perd. Ils ont mal assimilé suite à des échecs scolaires. On peut avoir aussi des difficultés de lecture en lien avec un handicap physique ou moteur, ou parce qu'on est dans une situation de grande précarité, en situation d'illettrisme, ou alors avec l'âge, on peut avoir des difficultés dans la pratique de lecture. Et tout ça peut constituer des difficultés à pratiquer la lecture. Et on voit bien que ces difficultés, elles ont plein d'origines différentes. Et donc, ce qui va être intéressant avec le facile à lire, c'est qu'on va essayer de proposer en fait des enfin, ce qu'on appelle des chemins de lecture différents pour essayer de les ramener vers le plaisir de la lecture, malgré leurs difficultés. Et donc, c'est parfois ça qui est un peu déroutant quand on connaît pas le dispositif facile à lire, c'est que le public visé, finalement, il est très très large. On va s'adresser à la fois à des personnes qui sont en précarité sociale et très éloignées de l'écrit, des personnes en situation d'illettrisme, donc ce sont des personnes qui ont appris à lire, mais qui, par la force des choses, ont désappris et ne maîtrisent plus du tout la lecture. Ça va concerner aussi des personnes allophones, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas, qui ne parlent pas le français comme langue maternelle et qui l'apprennent et qui ont besoin de livres plus faciles pour pouvoir accéder au français. Ça va toucher aussi des personnes en situation de handicap, et là, ça couvre un panel très très large, des personnes qui souffrent d'un handicap mental, psychique, la dyslexie, la surdité, voilà, on peut me mettre plein d'autres facteurs auxquels on n'a pas pensé. On va toucher aussi des personnes qui sont âgées, fatiguées, hospitalisées, donc qui, suite par exemple à un AVC, vont avoir des difficultés à rester concentrés et vont avoir besoin de choses plus faciles à lire pour garder le lien avec la lecture. Et puis, on va toucher aussi tous ces lecteurs occasionnels, tous ces gens qui sont fatigués ou ont envie ponctuellement d'une lecture un peu plus facile. Et on va leur offrir dans ces espaces un choix un peu plus, un choix clairement identifié pour leur permettre d'accéder à un livre et à la lecture. Voilà, là, je vous remontre un autre visuel qui est fait par la médiathèque d'Ille-et-Vilaine, qui propose pas mal de ressources sur le sujet, mais qui reprend, voilà, en gros ce que je viens de vous dire. Clairement, aussi, une indication importante, c'est que les espaces faciles à lire s'adressent à des grands ados et des adultes. Ça s'adresse pas à des enfants. C'est une précision qui est importante. Les enfants, c'est une autre problématique. Et quand on met en place un espace facile à lire, on cherche à toucher un public d'ados et d'adultes. Et donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est que cette proposition va permettre à la bibliothèque vraiment de considérer l'ensemble des publics, quel que soit leur niveau de lecture.
Et pour ça, en fait, on va pas trouver un seul type de livre. Il n'y a pas un livre qui va correspondre à tous ces publics-là, mais il va falloir faire des propositions de lecture pour chacun de ces publics. C'est pour ça que parfois, ça paraît un peu, vu de l'extérieur, ça paraît un peu subjectif. On a l'impression qu'on comprend pas trop, en tant que bibliothécaire, à qui ça pourrait s'adresser, mais c'est justement volontaire d'avoir des propositions de lecture assez variées pour pouvoir répondre à chacun de ces publics et leur permettre à eux-mêmes d'avoir l'autonomie du choix dans cette sélection. Ce qu'on va essayer de faire, c'est vraiment de permettre, voilà, d'enlever toutes les barrières qui vont obliger les personnes à passer, par exemple, par le biais de l'intervention d'un bibliothécaire, être obligé de demander quelque chose de plus facile. C'est pas forcément évident et souvent ils vont pas le faire d'ailleurs. C'est leur permettre d'avoir une sélection de livres où ils pourront aller eux-mêmes faire leur choix. Donc, on va essayer de choisir des livres pour des adultes qui lisent peu ou pas du tout ou qui sont en situation de fatigabilité. En gros, c'est ce qu'il faut garder en tête dans les critères de choix du facile à lire. Dans la forme, en fait, il y a plusieurs critères qui vont permettre de définir ce qu'est un livre facile à lire. D'abord, on va essayer de regarder si les textes sont assez courts. On va essayer d'avoir une attention à la police de caractère. Est-ce qu'elle est assez grande? Est-ce que les chapitres sont assez courts? Est-ce que la mise en page est aérée, avec des paragraphes bien découpés, pas trop longs, des phrases courtes, du vocabulaire simple, des temps de conjugaison assez simples? Est-ce qu'il y a des illustrations, une version audio qui accompagne? Donc, on essaye en fait de voir s'il y a un maximum de ces critères, mais évidemment, on ne regroupe pas forcément tous ces critères-là. Ce sont des indications en fait qui vont permettre de définir le caractère facile à lire du livre. Et dans le fond, on va essayer de regarder aussi si on trouve des récits qui sont assez simples. Par exemple, chronologiquement, c'est plus facile à lire si l'histoire va du début à la fin, avec pas trop de sauts dans le temps, pas trop de personnages. Voilà, il y a un certain nombre de critères qui facilitent la lecture. Comme ce sont des adultes, on va essayer de trouver des sujets qui sont valorisants, où ils se retrouvent, qui correspondent au centre d'intérêt, qui peuvent intéresser les adultes. Et puis voilà, on va essayer de trouver des sujets intéressants, des histoires valorisantes pour les personnes concernées. Donc, même si a priori le public est très très large et que ça peut paraître un peu subjectif, en fait, il y a quand même des niveaux de lecture qui sont bien définis dans le facile à lire et qui vont permettre de composer un espace facile à lire. Il y a trois niveaux de lecture qui sont définis. Ça, c'est Françoise Arnowski qui avait apporté euh, cette composition-là. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une variété d'offres de ces trois niveaux, pour pas surreprésenter forcément un public ou un type de lecteur. Le niveau 1, en fait, on va y retrouver là des livres qui sont très très illustrés, où il y a peu de textes qui vont être essentiellement basés sur le visuel. Donc on peut avoir des albums, des livres pratiques, des livres de voyage, des livres avec plein de photographies. Et l'idée, c'est que en gros, ces livres, on peut considérer qu'ils vont s'adresser à des adultes qui sont vraiment très débutants en lecture, ou alors avec une déficience cognitive et où l'image va avoir vraiment un rôle très, très important. Le niveau 2, là, on va considérer que ce sont des livres plutôt de 80 à 100 pages, avec idéalement quelques illustrations. Souvent, ce sont des textes de fiction, mais parfois on peut trouver quelques documentaires. Et l'idée, c'est qu'on s'adresse là à des adultes vraiment débutants en lecture ou des adultes allophones, donc qui sont en apprentissage du français. Là, on essaye de regarder sur ces livres-là si les chapitres sont brefs, les paragraphes sont courts, les phrases sont assez courtes, si la mise en page est aérée. Les critères de forme, là, ont quand même une importance assez forte. Et c'est ce niveau-là qu'on a le plus de difficultés à trouver dans l'édition courante pour des adultes, pour trouver des sujets qui les intéressent. Mais pour autant, c'est ce niveau-là qu'il faudrait représenter le plus finalement dans les espaces faciles à lire, parce que si on veut toucher des adultes débutants en lecture ou voilà qui apprennent le français, et ben c'est intéressant d'avoir ce niveau de lecture.
Et le niveau 3, là, c'est ce qu'on trouve le plus couramment, souvent dans les bibliothèques sans trop de difficultés. C'est des livres de 100 à 200 pages pour des adultes qui n'ont pas forcément de difficultés majeures, mais qui ont besoin de choses un peu plus faciles parce qu'ils ont des difficultés de concentration liées à l'âge ou à la fatigue et qui manquent un petit peu de pratique. Là, vraiment, on s'adresse à des adultes fatigués, âgés, en perte de pratique. Et là, il faut essayer d'être vigilant à les proposer. Dans des proportions un peu moindres, en fait, pour que ce soit pas surreprésenté. Voilà pour les critères et les niveaux de lecture. Une précision importante, c'est que parfois il y a confusion entre facile à lire et à comprendre. Ce sont deux notions quand même différentes. Le facile à lire et à comprendre, les éditions faciles à lire et à comprendre, elles peuvent faire partie d'un espace facile à lire, puisque c'est le facile à lire et à comprendre, grossièrement, c'est une méthode de traduction pour des publics en situation de handicap, qui répondent à un certain nombre de critères qui sont très définis, qui doivent passer par ces critères-là pour avoir le droit d'apposer le logo facile à lire et à comprendre. Mais en gros, ils sont traduits en langage adapté à des publics en situation de handicap. On ne va pas intégrer uniquement des collections faciles à lire et à comprendre dans un espace facile à lire, parce que l'espace facile à lire ne va pas toucher que des personnes en situation de handicap. Donc c'est intéressant d'en avoir un peu, mais pas que. Après, l'espace facile à lire, c'est vraiment un concept beaucoup plus large qui vise un public beaucoup plus large. Voilà pour la présentation des critères. Merci Hélène pour ces clarifications. Donc, pour résumer, le facile à lire, c'est un dispositif d'accès à la lecture qui peut permettre d'offrir différents chemins de lecture en fonction de la personne, de ses problématiques, de ses questionnements et de son rapport à la lecture. Comme disait Hélène, la distinction FAL et FALC est vraiment quand même importante parce que le FALC, c'est réellement une méthode de traduction qui, du coup, les ouvrages FALC, quand ils sont édités, quand ils sortent, ça veut dire qu'ils sont passés entre les mains des publics cibles du FALC qui ont traduit les ouvrages. Et souvent, quand même, ça passe par une structure comme l'UNAPEI ou voilà, une structure du milieu du handicap qui valide en fait cette traduction. Sinon, ce n'est pas du FALC. Elle est là aussi la grosse distinction, alors que le facile à lire, bah, les critères sont vachement plus sombres et au final, c'est pas si simple que ça à repérer. Et c'est pour ça que je vous propose de donner la parole à Françoise, parce que ça peut être intéressant aussi qu'à un moment donné, Françoise et Hélène nous présentent un petit peu la genèse de leur fonds, parce que vos fonds ont été créés il y a plusieurs années maintenant. Vous êtes toutes les deux très impliquées dans le facile à lire et vous avez eu des approches aussi similaire qui est une entrée via la médiation pour la création de vos fonds faciles à lire et donc l'entrée publique. Avant de créer le fonds en lui-même, vous avez déjà observé, je pense, votre territoire et vos publics. Et donc, Françoise, est-ce que vous voulez bien nous parler du contexte de création de votre fonds? Je rappelle que vous êtes Françoise Combe, bibliothèque Carré d'Art à Nîmes. Je vous laisse aussi vous représenter un petit peu et nous raconter un petit peu l'histoire du facile à lire chez vous. Merci. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Françoise Combe. Je travaille à la bibliothèque Carré d'Art et j'ai pour mission le développement et la diversification des publics. Et j'ai pris mon poste en 2018. À ce moment-là, en partenariat avec un CRIA, le CRIA du Gard, qui s'appelle Ces Regards, nous avons réfléchi à des médiations auprès des publics éloignés de l'écrit et aussi auprès des publics allophones. Et nous avons mis en place toute une programmation en direction de ces publics. Donc, plusieurs types de médiation, des visites découvertes de la bibliothèque adaptées. Nous avons aussi proposé des ateliers de conversation et des ateliers à mots découverts qui avaient pour objectif de faire découvrir à la fois les espaces de la bibliothèque, mais aussi les ressources de la bibliothèque. On est dans un très grand bâtiment. C'est un bâtiment qui a été créé par un architecte, Norman Foster. Donc, c'est un bâtiment très intimidant et très complexe avec plusieurs niveaux. Donc, c'était important que les publics puissent s'approprier les lieux. Donc, cette programmation, une fois mise en place, on s'est dit qu'il serait peut-être intéressant de réfléchir à des collections, à mobiliser quand on recevait ces publics. Et c'est là qu'on a commencé à s'intéresser au facile à lire. Et c'est donc en 2019 que nous avons mis en place un espace facile à lire
à la bibliothèque Carré d'Art. Alors, cet espace, il a vu le jour parce qu'on a aussi continué le partenariat avec le CRIA, Centre de ressources, illettrisme et apprentissage des savoirs de base, avec ses regards, qui nous a aidé à faire une sélection de livres adaptés dans nos collections. Au départ, nous n'avions pas de budget spécifique pour alimenter cette collection. Et donc, nous sommes allés piocher dans nos collections avec l'aide de ces regards qui nous a apporté un apport pédagogique et technique, qui avait une connaissance fine de ces publics en situation d'illettrisme ou simplement éloignés de l'écrit ou encore en apprentissage du français public allophone. Ensuite, nous avons décidé d'installer ce fonds à l'accueil de la bibliothèque pour qu'il soit facilement identifiable et nous l'avons installé sur des tables de valorisation qui étaient utilisées dans cet espace déjà pour présenter les nouveautés. Donc, nous n'avons pas de mobilier spécifique à Carré d'Art, ce sont des tables de valorisation que l'on peut trouver dans les différents espaces de la bibliothèque, à l'accueil, mais aussi dans l'espace bibliothèque adulte. Ce sont des tables sur lesquelles on installe, par exemple, les nouveautés, les présentations thématiques. Voilà. Donc, cet espace facile à lire a vu le jour et pour le faire vivre, nous avons bien sûr continué à présenter la collection auprès des publics que nous recevions à la bibliothèque. Donc, dans le cadre des visites découvertes, nous recevions beaucoup d'associations du territoire qui accueillaient des publics allophones, mais aussi dans le cadre des ateliers de conversation, où nous avions essentiellement un public allophone individuel qui ne vient pas accompagné par une association, mais qui vient de sa propre initiative. Et puis, dans le cadre des ateliers à mots découverts aussi, c'est l'occasion, on a instauré un rituel, c'est l'occasion de faire découvrir les livres faciles à lire, puisqu'on a tout le temps, dans pratiquement chacune des séances, un moment de lecture à voix haute, qui est l'occasion de faire découvrir un livre du facile à lire. Voilà pour la création du facile à lire à Carré d'Art. Donc, c'est parti des publics, c'est parti de la médiation et petit à petit, on a affiné les propositions, notamment parce qu'on a reçu à un moment donné des ambassadeurs de la chaîne des savoirs. Donc, alors la chaîne des savoirs, c'est une association qui travaille avec les publics en situation d'illettrisme et qui propose un accompagnement individuel pour ces publics afin de leur faire renouer avec l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Donc, les ambassadeurs de la chaîne des savoirs, ce sont des personnes qui ont repris un apprentissage de la lecture et de l'écriture et qui étaient en situation d'illettrisme et qui viennent témoigner. Donc, on les a reçus à Carré d'Art juste un peu après la création du facile à lire et on leur a proposé d'observer ce qu'on avait mis à disposition. Et à ce moment-là, ils nous ont dit que il y avait peut-être d'autres supports que le livre qui pouvaient être intéressants. Et notamment, un monsieur m'a précisé qu'il avait réappris à lire grâce aux films sous-titrés. À partir de ce moment-là, au bout de quelques mois, on a proposé aussi des sélections dans le facile à lire, de DVD et de CD. De CD parce qu'on fait des écoutes musicales dans le cadre des ateliers à mots découverts et de DVD parce qu'on fait aussi des projections de films dans le cadre de ces ateliers. Et donc, les choix qui sont opérés sont des choix qui correspondent à des publics éloignés ou des publics allophones. Et donc, on propose chaque fois cette sélection de manière ponctuelle, plusieurs fois dans l'année, de DVD et de CD. C'est intéressant parce que c'est vrai que chez nous, on trouve, enfin chez nous en Bretagne, comme je disais, je travaille à Livre et Lecture en Bretagne, donc sur la région, on a rarement des CD ou des DVD. On va trouver des livres audio, on va trouver toute typologie d'ouvrages, mais là, l'approche est vraiment hyper pertinente parce que vous avez intégré ces fonds-là en lien avec les médiations que vous avez proposées pour poursuivre en fait la médiation et permettre aux usagers d'emprunter des ouvrages ou des supports qui correspondaient et qui leur permettaient d'aller plus loin dans ce qu'ils avaient vécu avec vous à travers les ateliers, si j'ai bien compris. Et chez vous, du coup, Hélène, au début de ce fonds, de cette création, avant d'aller sur réellement la question de comment on fait l'acquisition des ouvrages et qu'est-ce qu'on met dans ce fonds, est-ce que tu veux bien nous raconter comment ça s'est passé chez vous?
Oui, alors nous, on a fait partie à Landerneau des premières bibliothèques à mettre en place un espace facile à lire, puisqu'on était dans un contexte un peu particulier. C'était au moment du mouvement des bonnets rouges, enfin, un contexte social un peu tendu, avec voilà, un conflit entre les acteurs de la région et puis l'État, suite au souhait de mettre en place l'écotaxe. Il y avait aussi plein de licenciements en cours dans des abattoirs de la région, en particulier dans le Finistère à ce moment-là. Et donc, dans ce contexte, il y a eu un pacte d'avenir, un pacte qui a été signé entre la région Bretagne et l'État, dans lequel il y a eu un dispositif d'urgence de lutte contre l'illettrisme, parce qu'il s'avère que dans les abattoirs où il y avait des plans de licenciement, parmi les salariés qui étaient licenciés, on avait mesuré un taux d'illettrisme à hauteur de 30%. Enfin, moi, je me rappelle très bien quand j'ai entendu ce chiffre-là, combien ça m'avait choqué. Enfin, de me rendre compte que c'était encore possible. Enfin voilà, ça me paraissait ahurissant en fait. C'est impressionnant quand même de partir de ce constat-là, oui. Ouais. Et donc ces abattoirs-là, enfin ces personnes-là se retrouvant sans emploi, sans rien, enfin maîtrisant pas l'illettrisme, ça veut dire qu'on ne maîtrise plus du tout la lecture ni l'écriture, parfois même le calcul. Et bah, comment ils vont faire pour retrouver le chemin du travail? Donc voilà, moi, ça m'avait déjà sacrément interpellée. Et donc, dans ce contexte-là, Livre et Lecture en Bretagne avait été missionné par la DRAC pour déployer un dispositif d'urgence de lutte contre l'illettrisme, notamment sur le Nord Finistère, dont Landerneau. Il y avait aussi d'autres communes du Nord Finistère. Et on était 7 bibliothèques à accueillir un écrivain en résidence. Donc, ce qu'on nous avait demandé, nous, c'était d'essayer de trouver sur nos communes, nos territoires respectifs, des partenaires accueillant des adultes en situation d'illettrisme. Et j'avoue qu'à l'époque, enfin voilà, il y a une dizaine d'années, on s'était jamais posé la question que ça pouvait exister. Enfin, sur notre territoire, clairement. Donc, on a commencé à chercher des partenaires comme ça, et puis, et en fait, en tirant un fil, c'est un peu comme dans tous les projets, quand on commence à tirer un fil, à trouver un partenaire, ben, on en trouve un autre, et ainsi de suite. Et on a constitué comme ça un groupe d'adultes très très éloignés de la lecture, en situation d'illettrisme ou proche en tout cas de l'illettrisme, en tout cas certainement très éloignés, qui ne connaissaient pas du tout la bibliothèque, sinon de loin. Et on avait pour mission d'accueillir une écrivaine en résidence qui allait voilà, les rencontrer, les faire parler. Et en parallèle, on avait la possibilité de mettre en place un dispositif facile à lire, donc qu'on connaissait pas du tout à ce moment-là. On nous a expliqué le pourquoi du comment. Et en fait, au départ, voilà, on savait pas trop, mais c'est en accueillant les adultes à la bibliothèque régulièrement, ce groupe qu'on accueillait, au bout d'un moment, enfin, une fois qu'elles avaient réussi à franchir le pas de la porte de la médiathèque, ce qui était quand même la chose la plus difficile à faire, une fois qu'on avait réussi à leur faire franchir la porte, ben, souvent elles nous demandaient, enfin moi je participais à ces ateliers, elles me demandaient des conseils pour quand elles ont commencé à avoir envie d'aller un peu regarder dans la bibliothèque. Et ben, je me suis dit, mais quelle pression en fait. Moi, je lui conseille ça, j'ai l'impression que c'est facile, mais peut-être ça n'est pas tout à fait pour elle. Puis comme elle m'aime bien, elle va pas me dire, elle va pas oser me dire que ça lui plaît pas ou que c'est trop dur ou enfin, c'est assez délicat toutes ces questions-là. Donc très vite, je me suis dit, en fait, c'est hyper important de proposer cet espace facile à lire. Pour d'abord, parce que moi, je suis pas tout le temps présente à l'accueil, et puis il faut lui laisser l'autonomie du choix, qu'elle puisse se situer toute seule dans ce qui lui semble difficile, ce qui lui semble facile. Et donc, moi, ça m'a paru très vite très pertinent pour accompagner ces partenariats et leur laisser la place ben, pour qu'ils puissent venir comme n'importe quelle personne, sans qu'on sache qu'ils sont en difficulté ou pas, en fait. Avec le micro, c'est mieux. Bah, du coup, moi, ça me pose la question, vu que vous êtes toutes les deux impliquées depuis longtemps dans le facile à lire, avec ou sans espace, mais dans tous les cas, il y a des ouvrages qui sont sélectionnés. Avant d'aller sur les critères, il y a peut-être une méthodologie que vous avez mis en place pour alimenter ce fonds. Qu'est-ce qu'on y trouve? Euh,
quelle est la place de la littérature jeunesse dans ce fonds? Et puis, est-ce que vous avez mis en place des comités de sélection? Est-ce que c'est l'équipe des bibliothécaires qui se réunit? Est-ce que vous faites appel à votre territoire pour avoir des remontées et des propositions? Comment ça fonctionne dans vos différentes structures pour justement alimenter ce fonds et permettre à vos partenaires et aux fréquentants et aux usagers de la médiathèque, aux lecteurs, d'avoir du choix et d'avoir cette autonomie au sein de vos structures? Françoise, par exemple? Alors, en ce qui concerne le choix, nous, on s'est appuyé aussi sur un partenaire, l'école de la deuxième chance, qu'on associe au comité d'acquisition. Donc, ils viennent à la bibliothèque lorsqu'on fait ces comités d'acquisition. Ce sont des jeunes qui sont en recherche d'un projet professionnel et donc ils sont guidés dans cette recherche par des formateurs. Et ces formateurs ont aussi pour objectif de leur faire découvrir les lieux culturels de la ville. Et donc, ils viennent régulièrement à la bibliothèque pour des visites découvertes. C'est comme ça qu'on a pris contact avec eux. On a co-construit avec eux des visites découvertes dont ils ont bénéficié. Et puis, on leur a également proposé d'animer une visite découverte en direction d'un public en situation d'illettrisme qui suit des cours dans le cadre du dispositif Lexio. C'est un dispositif en faveur des personnes en situation d'illettrisme. Et donc, c'est l'école de la deuxième chance qui a proposé cette visite découverte. À la suite de cette visite découverte qu'ils ont complètement animée et co-construit avec nous, on s'est dit qu'on pourrait les associer donc aux acquisitions du facile à lire. Et ils sont venus au comité d'acquisition, ils ont fait des propositions, on leur a montré comment alimenter un panier sur Electre, par exemple. Et du coup, quand ils reviennent en visite découverte, ils peuvent se rendre compte que dans l'espace facile à lire, on a 2 meubles de valorisation pour le facile à lire, ils peuvent retrouver des ouvrages qu'ils nous ont suggérés. Et donc, pour eux, c'est très valorisant. Et puis, pour nous, c'était aussi l'occasion de diversifier un peu les centres d'intérêt, d'élargir un peu les propositions. Par exemple, moi, j'avais pas du tout envisagé de mettre des ouvrages sur la mode. Et nous avons mis des ouvrages sur la mode parce qu'ils nous ont fait des propositions pertinentes. Par exemple, dans le facile à lire, on peut trouver plein de choses. Et par exemple, on a mis aussi des classiques abrégés, des versions abrégées d'œuvres de la littérature classique française. Et ça, c'est venu parce qu'on avait des personnes, un atelier de conversation, qui nous disaient qu'ils aimeraient bien lire les classiques de la littérature française, mais qu'ils n'étaient pas en capacité encore de rentrer dans l'œuvre complète et qu'ils auraient bien aimé savoir s'il y avait des versions abrégées. Donc, on a acheté des versions abrégées de classiques de la littérature française chez les Clés internationales. Et là, du coup, on peut bénéficier d'un texte abrégé et on a aussi une version CD de l'œuvre complète qu'on peut écouter. Alors, au départ, on était un peu en discussion avec ces livres très scolaires, entre guillemets. On se demandait si on allait les mettre ou pas dans le facile à lire. Et finalement, c'est le public qui nous a incité à le faire. Et cette collection sort très bien dans le facile à lire. Et puis concernant la collection, les livres jeunesse, littérature jeunesse par exemple, alors nous, on place des albums, on place des livres-jeux et on place des pop-up, des beaux livres, de très beaux livres dans l'espace facile à lire, parce qu'on trouve que c'est attractif, que c'est valorisant pour les publics qui ont la possibilité de les emprunter, de les amener à la maison. Et ces livres qu'on va piocher dans la littérature jeunesse, ces albums, en fait, pour moi, c'est l'occasion de remettre les parents à leur place de parents. Quand je reçois des parents en visite découverte qui sont éloignés de l'écrit ou bien qui ne maîtrisent pas encore le français, ils se disent que lire une histoire à leurs enfants ou choisir un livre à la bibliothèque, c'est pas pour eux. Et en fait, en plaçant des livres comme ça dans l'espace facile à lire, et dans le cas des visites découvertes, en leur faisant découvrir quelques titres de littérature jeunesse, quelques livres-jeux, quelques pop-up, etc., je leur explique que finalement, la médiation, ils peuvent la faire eux également, ils sont en capacité de le faire. Un album sans texte, on peut le raconter dans sa langue première. Un album sans texte, même si on ne sait pas lire, on peut l'utiliser et montrer à ses enfants, raconter une histoire à partir des illustrations. Un livre-jeu, on peut observer en famille des objets sur une illustration, observer et discuter autour de cette observation.
Donc, ça leur permet à leur tour de faire découvrir des choses à leurs enfants et de rester à leur place de parents parce que souvent, quand on est dans cette situation-là un peu particulière, l'enfant va très vite se substituer à l'adulte, notamment pour remplir les papiers, pour toutes sortes de démarches, parce qu'ils apprennent la langue beaucoup plus vite. Et l'adulte se voit un peu dépossédé de son rôle d'adulte et de parent. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est très utile d'avoir des albums littérature jeunesse pour ce public familial. Et puis aussi parfois pour un public adulte, parce qu'il y a de très beaux pop-up, notamment ceux de Marion Bataille, par exemple, sur tout son travail autour de la lettre et des chiffres, qui peut être intéressante avec un public en réapprentissage des savoirs de base. C'est vrai que l'acte de lire déjà n'est pas simple, alors l'acte du choix, c'est encore autre chose, surtout dans cette multitude d'offres qu'on peut avoir. Donc, et c'est hyper chouette d'avoir cette approche par la parentalité et de redonner la place aussi à chacun. Parce qu'on se rend compte que beaucoup de parents qui sont pas très à l'aise avec la lecture ou en situation de réapprentissage vont faire appel à leurs enfants pour les aider justement dans ces différentes démarches. Donc là, les repositionner en tant que parent, c'est intéressant aussi. Parce que c'est vrai que tu me diras, Hélène, de ton côté, comment ça se passe, mais c'est vrai que souvent, dans les sélections FAL ou dans les fonds FAL, on trouve des albums, mais des beaux albums et des albums pour les adultes avec des sujets souvent très sérieux, des illustrations moins enfantines, parce que, comme on disait, c'est quand même un fonds qui est à destination des adultes et des jeunes adultes ou des grands ados. Et donc, l'idée, c'est qu'on évite d'infantiliser la personne qui est en tentative de réapprentissage de lecture ou d'accès à la lecture. Et si elle se retrouve face à un ouvrage trop enfantin, elle va peut-être aussi juste faire demi-tour. Donc c'est vrai que c'est une vraie question de comment on intègre ces ouvrages et à travers cette approche de la parentalité, moi je trouve ça hyper chouette. Hélène, de votre côté, comment ça se passe du coup à Landerneau? Alors, à Landerneau, nous, on a une personne dans l'équipe qui est référente pour les acquisitions faciles à lire. Donc, ça a déjà changé plusieurs fois, parce que ça fait plus d'une dizaine d'années. Et toujours en lien, enfin, on est toujours au moins deux à échanger sur la question. Souvent, voilà, si on a un doute, c'est quand même important. Il y a les livres notamment de niveau 2, donc les livres de 80 à 100 pages, c'est bien de les lire. Ou au moins de lire une partie pour voir si ça correspond bien. Donc on essaye de se partager un peu la lecture. On essaye d'échanger quand même pas mal avec notre libraire pour voilà, essayer d'expliquer aussi ce que sont les critères, quel type d'ouvrage on recherche. Et ce qui est intéressant et qui existe dans beaucoup de départements, c'est on participe aussi à un comité de sélection à l'échelle du département qui est porté par la Bibliothèque du Finistère nous concernant, mais ça existe dans plein d'autres départements. Et à l'issue de ces échanges qui sont souvent très riches, puisque l'ensemble des bibliothèques qui souhaitent participer, qui ont des espaces faciles à lire, elles ont elles font des découvertes différentes. On trouve toutes des pépites. Et suivant les publics avec lesquels on travaille, on va pas toujours trouver les mêmes choses et c'est très très riche. Et à l'issue de ça, souvent, on en sort une bibliographie qu'on organise par niveau. En tout cas, c'est comme ça qu'on a fait dans le Finistère. Et ces bibliographies, elles sont disponibles sur le site des bibliothèques départementales, souvent. Donc, pour ceux qui sont en recherche pour constituer des fonds faciles à lire, ben, allez sur les sites des bibliothèques départementales ou sur le blog Facile à lire de Livres et Lecture en Bretagne. Donc, c'est Facile à lire à Bretagne, où là, vous retrouvez toutes les bibliographies qui sont recensées, en tout cas pour la Bretagne. Et c'est hyper riche, ça permet de vous donner une idée. Vous verrez que bien souvent, en fait, dans les fonds des bibliothèques, on a déjà plein d'ouvrages faciles à lire. L'idée, c'est vraiment juste de les présenter ensemble pour faciliter l'accès. Et sur ce qui concerne la littérature jeunesse, effectivement, nous aussi, on propose quelques albums, comme vous l'avez indiqué, Sarah et Françoise. Et on propose aussi, des fois dans la littérature ado, on va trouver des collections intéressantes. Alors, pas tout, parce que les sujets sont pas toujours appropriés, mais on trouve quand même, dans la littérature ado, il y a quelques collections qui peuvent tout à fait convenir pour un espace facile à lire. Voilà, je pense que j'ai répondu. Merci Hélène, merci Françoise. J'en profite juste pour dire aux participants de ce webinaire que vous avez un onglet questions-réponses. Et donc n'hésitez pas à poser des questions
qui seront récupérés et recensés et posés à la fin de ce webinaire. Une fois qu'on aura fini d'échanger avec Hélène et Françoise, on laissera la place à toutes vos questions et on essaiera d'y répondre au mieux. Donc voilà. Et ben, je pense qu'on a fait quand même un joli tour de ce qu'est le facile à lire, pour qui, comment, le fond, sa diversité aussi. Et je me dis que ça peut être intéressant là de rentrer dans le fond du sujet, les critères, parce qu'on a quand même tous un petit peu ce problème avec le facile à lire, c'est que c'est assez obscur. Comment on repère un facile à lire? Comment on se dit, tiens, lui, c'est un bouquin facile à lire et je le mets dans mon fond? Non, lui, c'en est pas un. Et comment on fait, en fait, pour objectiver, entre guillemets, et valider, c'est un bien grand mot, mais pour se dire, voilà, là, celui-là, c'est un facile à lire et pas celui-là. Donc, parce qu'on se rend compte que, tu parlais des libraires, mais en fait, quand on va voir son libraire et qu'on dit bonjour, est-ce que je pourrais avoir un bouquin facile à lire, ou vos étagères faciles à lire, elles sont où? On nous emmène souvent vers les rayons enfants, ou bien on ne sait pas trop de quoi on parle. Donc ça reste quand même un dispositif qui est pas si facile que ça et pas si acquis. Et voilà, il y a une sensibilisation encore à faire. Donc vous, dans vos différentes structures, quels sont vos critères? Comment vous travaillez réellement pour vous dire, celui-là, je l'achète et je le mets dans le facile à lire parce que pour moi, pour notre équipe, pour notre comité, c'est un facile à lire. Comment on fait? Parce que c'est quand même le grand problème qu'on a, hein. C'est comment on alimente, on développe et on décide que c'est un livre facile à lire. Françoise ou Hélène, comme Françoise. Hop, j'ai vu qu'Hélène avait coupé son micro, alors Françoise. Alors, au départ, on a travaillé, donc je vous avais dit, avec l'apport technique et pédagogique du CEREGAR. C'est un CRIA, Centre de ressources, illettrisme et apprentissage de base. Mais aussi, on a participé à un groupe de travail dans le cadre de la région d'Occitanie. Ce groupe de travail s'appelle Lecture pour tous et il est coordonné par Mélanie Marchand, qui se présentera un peu plus tard, je crois, dans le cadre de ce webinaire. Et dans le cadre de ce groupe de travail, on avait commencé à réfléchir entre bibliothécaires, essayer de lister des critères faciles à lire. Puis, donc, on s'est rendu compte que c'était pas évident, qu'on n'était pas toutes d'accord, et que c'était l'objet de plein de discussions. Mais ça a été un premier quand même travail de fond sur la collection facile à lire, cet échange entre bibliothécaires au niveau du territoire Occitanie, que moi j'ai trouvé très enrichissant. À la suite de ce travail, on a aussi réfléchi à proposer des bibliographies et donc à associer des partenaires pour ces bibliographies sur des thématiques qu'on a envisagées ensemble. Mélanie Marchand a coordonné aussi ce travail autour des bibliographies. Et nous avons associé l'école de la deuxième chance, à qui nous avons proposé de réfléchir à plusieurs reprises, 3 années de suite, sur des bibliographies faciles à lire. Alors, il y a une version papier imprimée que vous allez pouvoir trouver sur le site de l'Agence unique Occitanie. Et puis, il y a aussi des versions sous forme de capsules vidéo où les jeunes de l'école de la deuxième chance présentent leur sélection de livres faciles à lire sur une thématique donnée. On a travaillé sur l'histoire, on a travaillé sur la thématique du voyage, on a travaillé également sur la thématique de la bande dessinée avec eux. Et donc, chaque fois, ils ont produit sur chacune de ces thématiques des petites vidéos en présentant les documents. Et ça a été l'occasion pour nous de, bien sûr, travailler avec eux sur les critères faciles à lire. Et on a essayé ensemble de définir, de proposer une liste de critères faciles à lire sur lesquels on pouvait s'appuyer pour ensuite proposer une sélection d'ouvrages sur les thématiques dont je viens de vous parler. Donc, cette fiche de critères, je peux vous la transmettre à la suite de ce webinaire si vous le souhaitez. Et en fait, ça reprend un petit peu les différents points qu'Hélène a suggérés tout à l'heure dans la présentation du facile à lire. On a par exemple, est-ce que le format est attractif? Est-ce que la couverture est attractive? Combien y a-t-il de pages dans l'ouvrage? Comment est la police de caractère? Est-ce qu'elle est suffisamment lisible? Est-ce qu'il y a des empattements ou pas? Est-ce qu'il y a des chapitrages avec le titre? Est-ce qu'il y a une mise en page aérée? Est-ce que les phrases sont courtes? Est-ce que c'est un récit linéaire? Est-ce que c'est du vocabulaire courant? Les temps de conjugaison, est-ce que c'est plutôt du présent, futur, passé composé? Est-ce qu'il y a des illustrations?
Est-ce qu'il y a un document audio avec l'ouvrage? Et puis de quoi il s'agit? Est-ce que c'est un roman, des nouvelles, de la poésie, du conte, une biographie? Est-ce que c'est plutôt des livres photos, pop-up, etc., albums, abécédaires, imagiers? Est-ce qu'on a affaire à un documentaire, etc., etc. Donc, on a vraiment travaillé avec eux sur ces critères. On s'est fait une liste, et c'est cette liste qui les aide ensuite à déterminer, à se déterminer sur le choix des ouvrages et à dire si c'est du facile à lire ou pas. Voilà. Après, on travaille aussi en équipe à la Bibliothèque Carré d'Art. Et donc, je travaille aussi avec les bibliothécaires qui vont à la maison d'arrêt. Et on constitue ensemble les fonds faciles à lire pour la Bibliothèque Carré d'Art et pour la maison d'arrêt. Et pareil, on se présente des documents et on essaye de voir si ça obéit ou pas aux critères faciles à lire, en lien avec les publics auxquels c'est destiné. Voilà. Et les typologies de publics auxquels on destine les collections faciles à lire. Merci pour tous ces critères. Hélène? Ouais, de notre côté, à Landerneau, bah, on s'appuie sur les mêmes critères hein, de forme et de fond. Ce que j'ai pu faire, c'est que j'ai quand même sensibilisé toute l'équipe au facile à lire. Donc, les 6 personnes qui font partie de l'équipe, on est toutes sensibilisées avec au moins une info minimum sur ce que c'est, à quoi ça correspond. Et ce qui permet à chacune des personnes qui sont en charge des acquisitions d'avoir quand même un regard attentif dans leurs différentes acquisitions, à repérer éventuellement un titre qui pourrait convenir pour le facile à lire. Après, la collègue qui est en charge de cet espace-là, elle fait une veille en suivant certains éditeurs, mais voilà, en allant en librairie, pas forcément systématiquement, mais quand c'est possible d'avoir les livres en main, c'est quand même beaucoup plus facile. Et puis voilà, après, souvent on expérimente. Si on voit qu'un livre, il marche pas du tout dans l'espace facile à lire, mais que malgré tout il est intéressant, et ben on le remet dans le fond général et c'est pas très grave. L'idée c'est d'essayer de tester des choses. Si ça marche pas, enfin voilà, c'est pas grave. Ça fait partie de la vie. Il vaut mieux essayer plutôt que pas faire du tout. Donc voilà, nous, c'est quand même relativement enfin, simple. Finalement, ça fonctionne un peu comme n'importe quel autre fonds. On connaît les critères. À force de le pratiquer, on est, on commence à avoir un regard aguerri. On a essayé pendant un temps, aujourd'hui, on a vraiment une ligne budgétaire qui est dédiée au facile à lire. Avant, c'était un peu fondu dans l'ensemble des acquisitions et on s'est rendu compte assez vite qu'on avait un peu tendance à peut-être l'oublier ou à le mettre de côté ou à être moins pertinent. Aujourd'hui, on essaie de consacrer un budget qui est défini, qui nous permet comme n'importe quel fonds, de le renouveler régulièrement. C'est-à-dire qu'on désherbe aussi ce fonds-là. Comme n'importe quel espace, au bout d'un moment, enfin en plus quand il a une dizaine d'années, heureusement qu'on le désherbe parce que enfin voilà, sinon ce serait grave. Donc on est obligé voilà, de le renouveler. On achète autant qu'on élimine. En gros, 10% du fonds, quoi, comme le reste de la bibliothèque. Vraiment, il n'a pas, il a pas de fonctionnement à part. C'est un fonds comme un autre, comme un autre. Voilà. Merci Hélène. Est-ce que Françoise, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je voulais juste dire que sur les couvertures des livres, on avait apposé des logos faciles à lire de couleurs pour indiquer de manière visuelle les différents niveaux. Donc, on a un logo vert pour le premier niveau de facile à lire, le logo, on va dire violet pour le deuxième niveau de facile à lire et le logo rouge pour le troisième niveau de facile à lire. Et comme ça, les collègues, comme les personnes qui viennent à la bibliothèque, peuvent avoir une indication visuelle du niveau sur les couvertures et peuvent être en autonomie. Et puis ça aide également les collègues à renseigner, à faire de la médiation autour de cette collection. Et on a également formé la plupart des collègues de Carré d'Art, mais on est très nombreux. On est une équipe de 60 personnes, mais tout le monde a été sensibilisé au facile à lire. Et les logos de couleur facilitent justement l'appropriation de cette collection. De notre côté, nous, on n'a pas du tout on fait pas du tout apparaître les niveaux de lecture. Par contre, clairement, dans le travail de bibliothécaire, mais on est beaucoup moins nombreux, donc je pense que ça se pose différemment.
On a vraiment quand même une attention particulière à conserver l'équilibre. La collègue qui est en charge, elle essaye vraiment de faire en sorte qu'un des niveaux soit pas surreprésenté, qu'il n'y ait pas, par exemple, trop d'albums. L'idée, c'est vraiment pour nous, comme on travaille avec plein de partenaires différents, on essaye de conserver la variété de propositions. C'est vraiment ça qu'on a en tête. Mais on le fait pas du tout apparaître. Par contre, on a le logo facile à lire, voilà, clairement affiché, mais sans faire apparaître les niveaux de lecture. Donc c'est possible aussi de fonctionner comme ça. En fait, chacun l'adapte à son territoire et puis aux problématiques et aux partenariats qu'il a sur son territoire, en fait. Vu que vous parlez du logo, je vais juste rebondir quelques secondes dessus pour dire que il y a un logo officiel du Facile à lire et du coup, pour récupérer ce logo en bonne qualité et pouvoir le décliner en couleur si besoin, il faut faire une démarche sur le site du ministère de la Culture et faire une demande, ce qui permet aussi, du coup, au ministère de la Culture d'avoir une idée du nombre d'espaces faciles à lire et de fonds faciles à lire qui existent. C'est une façon de recenser et de savoir qui développe et où sont développés les espaces faciles à lire. Voilà, mais c'est pas le sujet, mais bon, vous m'avez lancé sur le logo, donc je vous donne quelques infos. Euh, de mon côté, je vais vous présenter d'autres critères de repérage qui sont, du coup, je vais me faire porte-voix, porte-parole de la médiathèque départementale d'Ille-et-Vilaine qui est impliquée dans le facile à lire depuis ses débuts en Bretagne, donc plus de 10 ans maintenant. Et en fait, il y a une équipe à la médiathèque départementale qui a travaillé sur un outil qu'ils ont appelé le facilomètre. Euh, donc, en gros, l'idée, c'est qu'il y a différents constats qui ont été repérés comme ce qu'on dit depuis le départ, la difficulté d'objectiver le repérage des ouvrages faciles à lire. Il y a aussi des retours fréquents des différents professionnels, parce que là, c'est une bibliothèque départementale qui a porté le projet de créer cet outil-là. Donc, ils sont au contact des professionnels des bibliothèques quotidiennement, et souvent, quand il y a une sélection qui sort, une bibliographie qui sort, etc., ils ont toujours les mêmes retours qui vont être cet ouvrage, on ne le trouve pas facile à lire, en quoi il est plus facile à lire qu'un autre, etc. Donc il y avait aussi ces retours de professionnels qui indiquent qu'ils comprennent pas pourquoi est-ce qu'on intègre dans la sélection tel ou tel ouvrage. Et aussi, il y a cette absence de critères unanimement partagés et portés. Donc du coup, ils se sont dit, tiens, on va essayer de travailler sur quelque chose qui nous permettrait d'objectiver des critères, de faciliter les échanges aussi entre professionnels, parce que on n'est pas mieux qu'un autre, et c'est pas parce qu'on pense que cet ouvrage il est facile que il faut que tout le monde adhère à la cause. Donc en fait, on va faciliter ces échanges entre professionnels en légitimant entre guillemets à travers un outil qui pourrait dire, en imposant ces critères-là, l'ouvrage est ou n'est pas facile à lire. Et du coup, ça apporte une forme d'appui dans des situations de désaccord, entre guillemets. Donc en fait, cette idée est née aussi de deux bibliothécaires donc de la médiathèque départementale qui ont participé à un projet européen de recherche-action qui s'intitulait Aerid for Skill, qui était concentré sur les compétences de lecture des adultes et leur articulation avec d'autres compétences. Donc en gros, le principe du facilomètre, c'est d'identifier les éléments qui, au contraire, constitueraient un frein au facile à lire. Donc c'est un outil par la négative. Donc on partirait du principe que si j'ai cet ouvrage entre les mains, de base je me dis qu'il est peut-être facile à lire. Et à partir d'une grille de critères, mais élaborée par support. Tout à l'heure, Françoise, vous disiez, on peut trouver un roman, on peut trouver des albums, on peut trouver du documentaire, de la BD, énormément de supports différents, de typologies d'ouvrages. Et là, ils ont créé une grille par typologie d'ouvrage. Une grille pour les romans, parce que c'est pas les mêmes critères qui vont être définis pour les romans, pour une BD sans texte ou pour un recueil de poèmes, etc. Et là, ils ont des critères principaux et des critères secondaires. Et en fait, en cochant les critères qui ne sont pas facilitants, donc par la négative, par exemple, vous parliez tout à l'heure, Françoise, de couverture attractive. Si la couverture n'est pas attractive, on coche le critère. Si l'ouvrage fait plus de 200 pages, du coup, c'est moins facilitant aussi, on coche le critère. Et en fait, en cochant les différents critères,
à un moment donné, l'outil va automatiquement nous dire oui, c'est un ouvrage facile à lire, non, c'en est pas un. Par contre, on l'a vu ensemble, des critères, il peut y avoir une multitude de critères. Donc là, l'idée, c'est pas de cocher non plus 40 critères. Donc en fait, l'outil, il part du principe que si j'ai deux critères principaux qui sont cochés, pardon, l'ouvrage n'est pas facile à lire. Les critères principaux vont être, par exemple, plus de 200 pages, des choses comme ça en fait. Et si j'ai un critère principal et des critères secondaires, deux critères secondaires, l'ouvrage n'est pas facile à lire. Et à partir du moment où j'ai trois critères secondaires qui sont cochés, l'ouvrage n'est pas facile à lire. Voilà. Donc en gros, l'idée c'est de se dire que plus un ouvrage cumule de critères négatifs, moins il est accessible. Sauf qu'on n'a pas besoin de cocher, comme je disais, 10 critères négatifs pour se dire qu'il n'est pas accessible. C'est pour ça qu'ils ont mis en place des critères principaux et des critères secondaires. Concernant l'outil, pour l'instant, il est en test. C'est un outil en prototypage qui est partagé aux différents professionnels, donc médiathèques départementales de Bretagne et à certains professionnels qui développent aussi du facile à lire pour avoir des retours dessus, pour savoir justement si ça marche, quels sont les freins, etc. Et donc, je vous montrerai bien juste, je regarde l'heure, j'ai quelques minutes encore. Je vais vous partager mon écran pour vous montrer à quoi ça ressemble. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Donc, je ne sais pas si quelqu'un peut me répondre, parce que je n'ai pas accès au chat. Est-ce que vous voyez Oui, mon c'est écran? bon. Merci, Hélène. Donc là, par exemple, on est sur une grille pour les romans. Donc l'outil, il est fait de telle manière que on a un mode d'emploi qui explique ce que j'ai raconté, donc les deux critères cochés principaux, etc. Et en gros, là, sur les romans, par exemple, on va avoir est-ce que la couverture est attractive ou pas. Si la couverture n'est pas attractive, je coche. Oui, je coche. Est-ce que les chapitres sont courts? Si les chapitres ne sont pas courts, donc ils sont longs, je coche. Et là, donc les chapitres sont courts, la couverture est attractive. Pour l'instant, je suis sur du facile à lire. Donc je continue à cocher. Ah, j'ai coché un critère où, du coup, l'ouvrage fait plus de 200 pages. Et là, je passe du coup sur non, l'ouvrage n'est pas facile à lire. Après, je peux continuer à tester mon livre et à cocher d'autres ouvrages pour voir ce qui se passe. Mais à partir du moment où j'ai deux critères secondaires et un critère principal, donc le critère principal étant les chapitres sont courts, là, c'est pas le cas. Ben déjà, ce n'est pas aidant. Donc je vais arrêter le partage parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je répondrai à des questions aussi, à des questions sur ce sujet-là. Mais en gros, voilà, pour chaque typologie d'ouvrage, ils ont créé des critères spécifiques. Par exemple, pour la poésie, on a beaucoup moins de critères et on est sur est-ce qu'il y a des illustrations, le vocabulaire aussi, comment se porte la narration, s'il y a des mots en langue étrangère ou pas, la conjugaison. Voilà, ce sont des critères de ce type-là. Et du coup, les petits retours qu'il y a pu y avoir aussi dessus, c'est que vraiment, comme c'est un outil qui est censé, il n'est pas censé prendre la place d'un bibliothécaire pour choisir un bouquin. Il est censé accompagner, aider, donc faciliter vraiment c'est un outil d'aide au repérage. Les collègues ont fait remonter que ce qui était intéressant, c'est de l'utiliser en binôme ou en trinôme en fait, parce que le facteur humain reste le plus pertinent et le plus essentiel. On a notre propre ressenti et surtout le bon sens. Comme disaient Hélène et Françoise depuis le départ, il y a quand même toute une multitude de critères classiques qu'on a tous en tête et repérés. Donc voilà pour le facilomètre. Donc là, on a fait le tour toutes les trois des différents critères de sélection. Donc vous pouvez voir qu'ils sont multiples. Il y a quand même des choses qui ressortent. La conjugaison, le vocabulaire, le nombre de pages, des choses comme ça. Et avant de... Ce que je vous propose maintenant, Hélène et Françoise, c'est qu'on fasse un petit tour justement sur les maisons d'édition
spécialisées ou non? Est-ce qu'il y en a des maisons d'édition spécialisées? En quoi elles sont spécialisées plus qu'une autre? Où je peux trouver, est-ce que j'ai des collections qui sont précisées ou pas? Si je veux acheter est-ce que j'ai des auteurs qui ne font que du facile à lire et donc si je sais que je vais sur sa bibliographie, je vais pouvoir intégrer ça dans mon fonds. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les maisons d'édition et sur les collections faciles à lire? Bah, je vais commencer peut-être par présenter la collection qui a été créée par l'association Libre, si ça convient. Euh, hop, je vais partager mon écran. Donc, la collection Facile, on l'a créée aux éditions Guater. En fait, elle est née d'un projet associatif, l'association Libre avec le B entre parenthèses, parce que on considère que lire, c'est être libre. Et donc, c'est le fruit d'un travail de plusieurs personnes, des professionnels de la lecture, bibliothécaires et autres. Qui se sont associés depuis 2022. Christine Loquet est à l'initiative de ce projet-là et que j'ai rejoint très rapidement avec d'autres collègues. Notre constat de départ, c'était que dans l'édition courante française, il y a très peu de livres nativement faciles à lire, il y en a même pas du tout, alors que dans d'autres pays comme la Belgique, il y a des collections qui existent, comme les éditions La Traversée, la collection La Traversée aux éditions Weyrich, qui là sont créées clairement pour être faciles à lire. Ils sont écrits avec des personnes apprenantes, débutantes en lecture. Et donc on s'est dit, mais pourquoi on avait interpellé à plusieurs reprises les éditeurs français sans succès. Donc au bout d'un moment, on s'est dit, bah, après tout, puisque il y a un vrai besoin, il y a une attente, il y a un manque entier dans l'édition française, il faut qu'on y aille. Donc, on a choisi de créer l'association Libre et avec pour objectif de créer la première collection facile à lire en France. Cette collection, elle s'appelle Facile, elle est aux éditions Guater et elle est le fruit de résidences d'écriture collaborative. En fait, on a mis en place, c'est un travail entre un auteur ou une autrice et des adultes apprenants, débutants en lecture. Et alors ils vont pas coécrire, mais ils vont écrire de façon collaborative. C'est pas tout à fait la même chose puisque dès le départ, on partage un cahier des charges avec l'auteur qui est retenu, où on précise bien qu'il reste le maître de son texte. C'est lui l'écrivain, c'est lui l'auteur, mais on lui demande de soumettre à des groupes qu'on a constitués dans des partenariats qu'on mène en résidence avec des bibliothèques et des structures associatives. On lui demande de soumettre à la relecture, à la réécriture, l'avancée de son texte pour s'assurer que on correspond bien aux critères faciles à lire. Donc après, on a défini un certain nombre de critères de forme hein, sur le nombre de pages, la police de caractère, enfin voilà, les phrases simples, pas trop de personnages, une chronologie linéaire, voilà, des choses très très basique, mais après, l'auteur est libre d'écrire ce qu'il veut. Et sur le choix du texte, il va définir ça avec les adultes avec qui avec les adultes débutants en lecture avec qui il va travailler. Le premier titre, il est sorti en octobre dernier. Il s'appelle 57 rue du Soleil. C'est Gaëlle Pingot, l'autrice qui a accompagné ce premier projet qui s'est déroulé sur le territoire de Caen-la-Mer avec des adultes apprenants. Voilà. Et 57 rue du Soleil, c'est l'histoire de Michel, une concierge qui va voilà, partager son quotidien avec les différents habitants de son immeuble. Et voilà, je vous invite à lire, il est assez court et il correspond bien aux critères faciles à lire. On était ravis de trouver une maison d'édition qui a accepté de nous soutenir puisque on tenait à ce que ce soit une collection qui soit dans une maison d'édition pour être bien facilement distribuée et diffusée en France pour que les bibliothèques notamment n'aient pas de difficulté à pouvoir l'acquérir. Bon, il y a un deuxième titre qui est à venir, qui sortira probablement début 2027. La résidence a déjà eu lieu à Saint-Brieuc avec Benoît Broyard, avec des adultes débutants en lecture, apprenants ou en situation d'illettrisme, et des personnes détenues à la maison d'arrêt. Et là, voilà, pareil, il a travaillé un texte voilà, qui paraîtra
Fin 2026, début 2027, probablement. Merci Hélène. Françoise, est-ce Alors moi, que vous avez des... je vous avais dit, pardon, au début, qu'on avait identifié des collections dans le fonds de Carré d'Art, avec l'aide du CEREGAR, du CRIA, et notamment avec l'aide d'Aveline Jarry, qui a participé au guide facile à lire, à la rédaction de ce guide, et aussi, je crois, qui a collaboré sur cette collection dont vient de parler Hélène. Donc, on avait repéré dans nos collections un certain nombre de maisons d'édition et de collections qui pouvaient éventuellement être mobilisées pour le facile à lire. Et puis, donc j'ai une liste là sur laquelle je m'appuie régulièrement pour faire des acquisitions que je pourrais transmettre. Et puis, on a également travaillé avec l'Agence unique du livre, avec Mélanie Marchand, et une maison d'édition qui s'appelle Didier, et qui a produit une collection qui s'appelle Le Monde en VF. Sur les couvertures sont indiqués les niveaux, A1, A2, d'apprentissage de la langue française. Et là, on avait travaillé avec eux sur un certain nombre de critères pour justement apporter des modifications à cette collection qui est considérée comme facile à lire, qui fait partie des collections identifiées faciles à lire. Et donc, on s'était associé à cette maison d'édition pour faire un travail autour des critères. Donc, on a dans l'espace facile à lire des titres de cette collection, Le Monde en VF chez Didier. On a bien sûr aussi des titres de La Traversée, comme vient de dire Hélène. On a aussi, j'ai découvert il y a peu de temps une maison d'édition qui s'appelle Place des Victoires et qui propose des guides et des guides qui ont beaucoup d'illustrations et une présentation, un texte en 4 langues. Donc plusieurs langues, français, par exemple, italien, espagnol, allemand, ça dépend des guides. Le seul bémol, c'est que le texte tient peu de place dans ces guides, mais par contre, il est tout petit, écrit en tout petit. La police de caractère est très petite. Donc ça peut être un frein, mais ce sont des ouvrages qui sont beaux, faciles à manier parce que pas trop lourds, et donc ça peut être intéressant aussi. J'avais parlé des clés internationales, les classiques abrégés. On met aussi des larges visions, quelques titres en large vision. Donc nous, on a une maison d'édition qui s'appelle Encre Bleue Large Vision dans la région Occitanie. Et Mélanie avait fait, je sais, une présentation de cette maison d'édition auprès des bibliothécaires, des professionnels. Aveline Jarry m'a fait découvrir une maison d'édition qui s'appelle Pneumatique. Alors les textes sont très courts. Il y a une collection qui s'appelle Objets littéraires postaux, mais moi, le contenu, le vocabulaire n'est pas véritablement facile. Mais par contre, pour des personnes qui veulent renouer avec la lecture, parce qu'on a aussi ce public-là qui n'a pas lu depuis longtemps, qui cherche des livres faciles, très courts, vite lus, et qui ont envie de renouer avec cette pratique, ça peut être une solution. On a aussi mis dans le facile à lire la maison d'édition qui s'appelle HD Atelier Henri Dougier. Et il y a une collection qui s'appelle Une vie, une voix. C'est le récit de vie ordinaire, de voix singulière, qui dessine notre mémoire commune. Ce sont des récits réels et ce sont des histoires qui pourraient être les nôtres. En fait, souvent, les personnages principaux racontent, par exemple, leur expérience professionnelle, leur savoir-faire, etc. Ensuite, on va piocher souvent dans les éditions Adodan, qui sont des bibliographies. Alors, la collection, c'est des graines et des guides. Ce sont des bibliographies ado-jeunesse, donc de personnages célèbres, très documentés avec un dossier à la fin, un dossier pédagogique. Ça peut paraître un peu scolaire, mais les personnes éloignées de l'écrit sont aussi éloignées de références. Et là, ça leur permet de découvrir des personnages dont on peut parler après, des personnages très connus comme Martin Luther King, etc. Ça leur permet de rentrer dans la culture et dans un savoir commun. Et je trouve que ça peut être intéressant. On a aussi acheté parfois des albums aux éditions courtes et longues. Ça s'appelle Petits livres et grands textes et c'est de la poésie. C'est de la littérature qui est adaptée sous forme d'albums très illustrés. On a Proust, on a Baudelaire. Ça permet aussi de rentrer dans les classiques de la littérature.
Chez Courte Langue, il y a aussi toutes mes histoires de l'art et on peut découvrir toutes les formes d'art, art nouveau, art inuit, aborigène, etc. Il y a les éditions Palette dans lesquelles moi je vais beaucoup piocher. Les éditions Syros pour des contes. Et il y a une collection qui s'appelle Mini Syros, Paroles de conteur. Et je trouve que ça permet aussi de découvrir des contes de cultures différentes de la nôtre, des récits à la base oraux, mais qui nous permettent aussi de découvrir d'autres façons de voir le monde. On peut aussi utiliser la collection Mon premier livre de sagesse chez Albin Michel. Qu'est-ce que c'est que nous, on met des livres bilingues aussi. On a une collection, on a une maison d'édition à Marseille qui s'appelle Le Port à Jauny. Et là, ça permet d'avoir des livres de poésie en bilingue français-arabe, par exemple. Donc, c'est une piste aussi, les livres bilingues, ou bien les dictionnaires illustrés. Je trouve que ça peut être aussi intéressant d'avoir des dictionnaires bilingues illustrés. Donc, et puis on a cette collection aussi qui s'appelle Simplissime et que certainement tout le monde connaît, avec des recettes, des livres de bricolage, des livres, voilà, plein de choses différentes et qui sont vraiment très bien adaptés pour les documentaires. Bon, j'ai donné quelques pistes, j'ai d'autres exemples, mais je veux pas monopoliser la parole. Merci beaucoup Françoise pour cette liste. Je pense que beaucoup vont vouloir votre liste. Il y a d'autres collections qu'on pourrait rajouter aussi sur la liste, mais là, je pense qu'on va accueillir Mélanie Marchand et laisser la parole à Agnès Thibault pour la suite. Merci, Oui, à merci vous deux beaucoup. pour cet échange surtout passionnant. Merci. Merci beaucoup à toutes les trois pour cette table ronde qui était vraiment très intéressante. Effectivement, je pense, François, si vous avez une liste un petit peu des maisons d'édition dont vous avez parlé, ça intéressera fortement nos participants. Toutes ces ressources vous seront partagées via un mail ultérieur après ce webinaire. Et effectivement, nous accueillons maintenant parmi nous Mélanie Marchand, qui est chargée de mission bibliothèque et patrimoine à l'agence du livre d'Occitanie qui s'appelle désormais Agence unique Occitanie Culture. Voilà, et donc nous allons passer à notre dernier temps de questions-réponses. Donc il y a eu un certain nombre de questions, on ne pourra pas toutes les traiter ici, je préfère vous prévenir, mais comme je vous le disais au début du webinaire, nous avons un projet de foire aux questions qui est actuellement en cours de construction et qui sera disponible sur le site de la FIL. Voilà, donc nous allons commencer avec une première question concernant le facilomètre. Alors c'est peut-être plutôt pour Sarah. Est-ce qu'il sera un jour disponible au niveau national? Et voilà, comment on peut obtenir cet outil qui, si j'ai bien compris, n'est pas encore public? Voilà, est-ce que c'est un outil qui va être partagé plus tard? Donc, comme on disait, pour l'instant, on est en format, on est sur un outil qui est plutôt en prototypage. Donc, on va pas vous cacher que il n'est pas tout à fait stable. Donc, en fonction de l'ordinateur et du système d'exploitation, tout n'est pas encore calé. Par contre, réellement, la médiathèque départementale d'Ille-et-Vilaine me disait que pour les perspectives envisagées, il y aura une première diffusion au format Excel avec une version non finalisée, mais stabilisée et avec la trame verrouillée de manière à ce que les gens ne puissent pas à ce qu'on ne puisse pas tout modifier, donc pour regarder l'intégrité en fait de cette trame qui sera diffusée d'ici cet été, ce qui permettra aussi d'avoir des retours d'utilisation et donc de le faire évoluer. Et à long terme, il y a une réflexion sur une forme alternative qui pourrait être peut-être une application pour un usage plus élargi. Voilà. Donc dans l'idée, c'est que vu qu'il y a eu un gros travail qui a été fait et qui est toujours en cours avec des retours du terrain, c'est vraiment d'en faire une aide à la sélection pour les professionnels ou pour toute personne qui essaye de s'impliquer dans le facile à lire. Donc oui, ils ont une envie. Après, comme vous le savez, ce sera toujours une histoire de budget et de qui s'empare de la chose. Mais il sera diffusé à un moment donné quand même. Merci Sarah. Alors aussi une question un petit peu plus spécifique sur la mise en place des fonds faciles à lire en milieu pénitentiaire. Alors je vais me permettre d'y répondre parce que nous avons déjà organisé un webinaire en novembre
qui donnait la parole justement à des enseignantes d'établissements pénitentiaires qui avaient constitué un fonds facile à lire. Donc j'invite les participants qui sont intéressés par la constitution d'un fonds facile à lire en milieu pénitentiaire à regarder ce webinaire qui est disponible sur la chaîne YouTube de la FIL et qui est disponible aussi par lien sur le site de la FIL. Voilà, on vous redonnera toutes ces ressources un petit peu plus tard. Et si je peux me permettre, Agnès, peut-être aussi, n'hésitez pas à contacter les chargés de mission des structures régionales du livre qui sont justement en gestion de ces projets. Oui, tout à fait. Alors, nous avons aussi une question sur des exemples de bibliographie pour commencer un fonds facile à lire. Alors, question à laquelle on a déjà partiellement répondu. Voilà, je ne sais pas si vous voulez compléter ce dont vous avez parlé tout à l'heure, Sarah, Hélène, Mélanie, Françoise. Bah, sur le blog Facile à lire Bretagne, il y a beaucoup de ressources qu'on peut trouver. Et après, j'invite à aller sur les sites des bibliothèques départementales. Alors pour la Bretagne, la MDIV, la médiathèque d'Ille-et-Vilaine et la bibliothèque du Finistère mettent à disposition leur bibliographie. Voilà. Après, je pense qu'il y en a un peu partout dans tous les départements, compris en charge le Facile à lire. Ouais, Bibliothèque du Nord, Bibliothèque des Côtes d'Armor aussi. Il y a vraiment des bibliothèques des bibliographies sur beaucoup de sites de médiathèques départementales. N'hésitez pas à y jeter un œil. Voilà, et nous de notre côté, sur la foire aux questions, nous essaierons aussi de proposer des liens assez exhaustifs vers toutes les bibliothèques départementales qui proposent des bibliographies faciles à lire. Peut-être Je aussi, veux bien juste compléter, pas forcément sur les bibliographies, mais pour vous dire que dans le cadre du groupe de travail qu'on a monté en Occitanie, en plus des bibliographies, ce qu'on a fait, c'est des webinaires avec des maisons d'édition. Et des fois, entendre parler l'éditeur ou l'éditrice de sa démarche, de pourquoi il travaille comme ci ou comme ça. Donc voilà, on avait fait sur la maison d'édition bilingue Le Port à Genix, on a fait sur les grands caractères, on avait invité aussi La Traversée. C'est vrai que d'entendre les éditeurs parler, ça donne aussi une autre résonance et on comprend mieux leurs démarches, leurs contraintes. Voilà, donc ça, on vous mettra aussi les liens. On a fait que 3 ou 4, 5 webinaires, mais c'est déjà aussi une première marche. merci Mélanie. Alors maintenant, une question sur un critère pour le facile à lire. Donc un participant ou une participante qui demande, est-ce qu'il y a un critère de temps pour le facile à lire, c'est-à-dire un critère de temps de lecture du livre? Il me semblait avoir lu que la durée était de 1h30 maximum, mais en trouver est très compliqué. Donc j'imagine que c'est une question aussi sur la taille d'un livre et le temps qu'on met pour le lire. Est-ce que vous auriez une réponse à cette question? Alors moi, je pense que ça concernait plutôt les livres audio, parce que c'est vrai que parfois, on peut mettre des livres audio dans les espaces faciles à lire, et c'est vrai que dans ce cas-là, on essaye de trouver des livres audio courts, qui font pas plus en gros le temps d'un trajet en voiture, ou voilà, 1h30, et c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais ça, pas grand-chose. Je précise que le livre qu'on a sorti, 57 rue du Soleil, aux éditions Guater, dispose d'une version audio qui accompagne le livre. Après, forcément, si le livre est court, il va avoir un temps de lecture court, mais en même temps, c'est un critère qui est un peu difficile à définir, parce que par définition, les gens qui ont des difficultés de lecture sont un peu plus lents dans la lecture. Donc, voilà, ça reste subjectif. C'est pour ça qu'on est plus sur des critères de nombre de pages que de temps de lecture, parce que c'est quand même plutôt propre à chacun et au niveau de chacun. Quelqu'un qui est en déchiffrage va pas mettre le même temps que quelqu'un qui a avancé dans le process de réapprentissage de la lecture. Voilà. Merci Sarah, merci Hélène. Alors aussi une question sur les collections qui seraient intéressantes pour les adolescents. Et ça me permet peut-être de joindre à cela une autre question sur l'âge à laquelle on peut proposer du facile à lire. Voilà. Donc, quelles sont les collections autour du facile à lire qu'on pourrait proposer aux adolescents? Et puis, à partir de quel âge on peut proposer des livres faciles à lire? Alors pour moi, c'est je dirais à partir de 16 ans.
en gros. Et puis, dans les collections, nous, ce qu'on aime bien regarder, c'est les éditions petites, enfin, la collection Petite Poche chez Thierry Magnier. Ce sont des livres très courts et qui sont souvent, enfin, vraiment très bien écrits et peuvent plaire à des ados et des adultes. Après, il y a la collection Cours Toujours aussi qui est intéressante. Voilà, moi, dans les idées qui me viennent comme ça, je sais pas, peut-être Françoise, tu as d'autres idées? Alors, chez le Rouergue, dos à dos, je trouve que c'est une collection intéressante parce qu'il y a des livres courts dans cette collection et des récits un peu chocs qui correspondent bien aux ados. Et il y a La Brune aussi, chez le Rouergue. Ce sont des romans policiers. Je trouve que ça peut être intéressant aussi. Cours toujours, c'est chez Nathan, tu viens d'en parler. Qu'est-ce que c'est que je pourrais... Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Il me semble que chez Talent Haut, il y a aussi des titres qui peuvent être intéressants pour les ados. Il y a une collection qui est destinée aux ados et il y a quelques titres assez courts qui peuvent être intéressants chez cette maison d'édition. Voilà quelques pistes. Euh, il y a aussi la collection d'Actes Sud Jeunesse d'une seule voix, qui est plutôt hyper chouette parce que c'est des bouquins qui sont courts. Si c'est d'une seule voix, c'est parce que ça se lit vraiment d'un coup. Et en fait, il y a aussi la version audio, donc on peut l'écouter et on peut le lire. Et là, il y a enfin, dans cette collection, il y en a quand même une dizaine ou une quinzaine. Ça marche bien avec les ados et ça marche bien avec les adultes aussi. Et nous, on l'avait aussi intégré dans une des sélections du prix Facile à lire et ça avait bien fonctionné. Et comme Françoise a dit beaucoup de choses, alors du coup, enfin beaucoup de maisons d'édition et de collections. Alors je ne sais pas si tu as parlé de celle-ci ou pas, mais il y a aussi l'édition, Magnard. Il y a une petite édition, la Brève, je crois, qui est à lire et à écouter, qui est très chouette. Et c'est des sujets sociétaux ou d'actualité qui vont traiter du coup de la pilosité. Est-ce qu'on s'épile ou pas aujourd'hui avec cette injonction, qui vont traiter aussi des violences et du harcèlement, et donc qui ont une première de couverture qui est souvent dessinée, euh, mais euh, mais du coup qui marche bien avec les grands ados. Et pour revenir sur l'âge, je rejoins Hélène, on est quand même sur des grands ados, donc souvent à partir de 16 ans. Voilà. Merci beaucoup à toutes les trois. Alors, il y a aussi une question sur la place du manga ou de la bande dessinée dans les fonds faciles à lire. Alors, on peut y mettre un peu de bande dessinée. Il y a quelques bandes dessinées sans texte qui sont intéressantes, mais il faut faire attention au nombre de cases. Voilà, c'est pas forcément parce que c'est de la bande dessinée que c'est facile à lire. La lecture de l'image, ça s'apprend aussi. Donc, souvent, moi, je fais quand même un point de vigilance sur la construction du scénario, parce qu'on utilise beaucoup les sauts dans le temps aussi dans la bande dessinée. Donc, voilà. Enfin, moi, je suis assez prudente sur la bande dessinée, même si c'est intéressant d'en proposer. Voilà. Et le manga, pour moi, ça n'a pas trop sa place dans un espace facile à lire, parce que c'est assez difficile, en fait, comme technique de lecture, tout simplement. Donc, voilà. Mais en tout cas, nous, on n'en propose pas du tout dans l'espace facile à lire. Et un tout petit peu de manga. Un tout petit peu de BD, pardon. Merci Hélène. Et vous, Françoise, vous Ben, en il y a avez eu des bandes dessinées, des mangas dans vos L'école de familles? la deuxième chance a proposé une bibliographie autour de la thématique de la BD avec des titres qui sont intéressants. Et donc, cette sélection de titres, elle a figuré pendant quelque temps dans l'espace facile à lire et elle a été largement empruntée. Donc, je me dis que ça a sa place. Et il y avait quelques mangas. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de titres de mangas, si je me souviens bien, mais Mélanie, elle peut peut-être compléter pour parler de cette
Bon, c'était plus, pas forcément sur les titres en eux-mêmes, mais le travail qu'on a fait avec toi et avec d'autres établissements où il y avait ces allers-retours avec bah, des adolescents, des jeunes. On était parfois surpris sur ce qu'ils plébiscitaient, que de nous-mêmes, peut-être censurant en disant ah non, ça va pas plaire ou ça va être trop compliqué. Et en fait, bah, parfois, ils vont quand même au-delà des images qu'on peut avoir. Donc oui, oui, on avait eu quelques mangas qui avaient été proposés par les jeunes. Hmm. D'où l'intérêt effectivement de faire participer les publics dans la sélection des collections. Ouais. Alors, une question peut-être sur les territoires ruraux. Quel conseil donneriez-vous à une bibliothèque municipale de petite commune sur la taille du fonds notamment? Dans les recommandations, notamment du ministère de la Culture, on parle d'un minimum de 50 livres. Et c'est en fait assez simple hein, à atteindre. Déjà, rien qu'en puisant dans les collections de la bibliothèque, on peut commencer à constituer un premier fonds facile à lire. Donc, moi, je dirais, voilà, avec 50 titres, on peut démarrer un espace facile à lire. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de références. Voilà, je sais D'accord. pas si quelqu'un d'autre veut. Sarah, tu veux rajouter autre chose? Non, je suis plutôt d'accord avec toi. En règle générale, avec une cinquantaine de titres, c'est déjà bien. Et puis ensuite, en piochant dans les fonds, effectivement, on peut créer un turnover qui crée de l'attractivité aussi par rapport à ce fonds. Après, c'est bien d'en avoir quand même quelques-uns parce qu'on se rend compte que les lecteurs du facile à lire ne sont pas que des personnes en difficulté de lecture ou en besoin de reconnexion ou éloignées de la lecture. Ce sont aussi les tout venants de la médiathèque et c'est important aussi de ne pas les oublier. Donc voilà, une cinquantaine de livres, c'est déjà bien pour commencer. Ça va très vite au final. Et puis après, juste penser à renouveler et à faire tourner. C'est ça, puis c'est bien qu'il soit dans un espace dédié. Euh, c'est pas parce que c'est un espace dédié que ça va être stigmatisant, bien au contraire, ça va juste permettre de les trouver facilement. Et enfin, moi, depuis une dizaine d'années, j'ai jamais eu, mais jamais aucune fois, un retour négatif sur le fait de proposer un espace facile à lire clairement indiqué. C'est juste beaucoup plus pratique pour des gens qui ont des difficultés d'aller directement bah, là où ils pourront trouver ce qui leur convient. Et aussi, bah, voilà, ça plaît à tous les publics. Donc, dans la mesure où ça s'adresse à un public assez large, il y a pas trop de questions à se poser. Faut pas surinterpréter ce qu'on peut mettre derrière le terme facile à lire. C'est juste facile à lire, c'est tout. Merci Hélène. De toute façon, effectivement, sur la question aussi de l'espace et de cette notion de stigmatisation, on en reparlera, je pense, dans le deuxième webinaire qui est vraiment consacré à l'aménagement dans l'espace facile à lire, avec aussi la question de la signalétique. Et puis peut-être pour vous compléter toutes les deux, dire que les bibliothèques départementales de prêt ont vraiment aussi une mission de desservir les territoires ruraux et que du coup, pour une bibliothèque d'une petite commune, on peut aussi s'appuyer sur ce que peut proposer la bibliothèque départementale. Plusieurs d'entre elles prêtent aussi des collections faciles à lire. Voilà. Alors peut-être, on est un petit peu limité sur le temps. Alors ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on rallonge un petit peu de 5 minutes, qu'on déborde un petit peu et qu'on finisse peut-être vers 11h35. Mais du coup, on va quand même devoir traiter les dernières questions ici. On a une question par rapport aux documents faciles à lire pour des personnes hospitalisées en établissement de santé mentale. Voilà, des personnes qui ne sont pas forcément en difficulté avec la lecture, mais qui peuvent être dans des situations de fatigue en raison des médicaments notamment. Et aussi une question sur des exemples d'hôpitaux qui auraient mis en place des espaces faciles à lire. Alors, je crois que c'est le cas en Bretagne. Peut-être je vais vous laisser Hélène et Sarah commencer, et puis peut-être Françoise et Mélanie compléter. Ben, dans les exemples d'hôpitaux, moi je connais Lanmeur à côté dans l'hôpital de Lanmeur dans le Finistère, qui a fait partie d'ailleurs premières structures à participer à la démarche facile à lire. Voilà, après en fait l'espace facile à lire en soi, il peut tout à fait convenir à des personnes qui sont hospitalisées et
voilà, enfin, ça correspond parfaitement. Après, c'est difficile de dire quel type de livre précisément, parce qu'en fait, ça va dépendre de leur niveau de lecture et de ce qu'ils sont en capacité de lire. Donc justement, d'où l'intérêt d'avoir une variété de propositions. Je sais, Sarah, tu as sans doute plus de connaissances que moi sur les hôpitaux. En fait, c'est un sujet assez délicat parce que justement, il y a beaucoup de partenariats entre bibliothèques et établissements médicaux, sociaux. Avec les hôpitaux, soit ce sont des bibliothèques associatives, donc des associations qui gèrent les bibliothèques dans les hôpitaux, et donc l'approche est un peu plus difficile. Sinon, il y avait eu un projet dans le 22, mais comme souvent, il n'y a pas de référent au sein de l'hôpital qui est dédié, ou bien les conventions ne sont pas renouvelées, en fait, c'est abandonné et puis ça ne vit plus. Parce que c'est de la même manière qu'il faut faire vivre ces fonds-là dans les bibliothèques, et dans les hôpitaux, il y a besoin aussi de les animer et de les faire vivre. Et c'est vrai que les soignants, ils ont beaucoup de boulot. Ils sont un peu débordés, donc c'est vrai que c'est un peu laissé de côté. Après, de notre côté, à Livrer Lecture en Bretagne, justement, comme c'est une question qui nous intéresse, on essaye de relancer la dynamique, et on va faire une enquête de territoire à l'échelle de la région Bretagne pour savoir réellement quelles sont les implications entre hôpitaux et lecture publique, et jusqu'à quel niveau, parce qu'on sait qu'il y a du dépôt de livres, on sait que parfois il y a des compteurs qui passent, on sait que parfois il y a de la lecture à voix haute, mais en fait, ça reste ponctuel, et au final, il y a pas vraiment grand-chose ou beaucoup de choses, en tout cas à ma connaissance, il y a peut-être ailleurs, je laisserai Mélanie répondre pour ailleurs, de sanctuariser et d'ancrer, en fait. Ça a l'air fragile comme lien et comme déploiement, difficile aussi, donc voilà. Donc c'est un sujet, merci pour la question, c'est un vrai sujet. Peut-être Mélanie et François, si vous vouliez compléter. Moi, juste pour vous dire que on a aussi un site internet administré par la FIL qui s'appelle Lire en établissement de santé et médico-sociaux, sur lequel on trouve une page consacrée au facile à lire avec des exemples d'espaces faciles à lire dans des établissements de santé et médico-sociaux. Et lors de notre précédent webinaire, donc qui avait lieu en novembre, dont je vous ai parlé, on avait aussi une intervenante qui a parlé de la mise en place d'espaces faciles à lire dans des EHPAD, dans des établissements médico-sociaux. Voilà, donc vous pouvez aussi revoir ce webinaire où elle parle du coup de ce contexte spécifique du secteur de la santé et du médico-social. Mais juste pour préciser, j'ai rencontré quand même quelques acteurs bibliothécaires qui interviennent dans les hôpitaux, et pas dans les EHPAD, parce que dans les EHPAD, il y a beaucoup de choses qui se font autour du facile à lire et des médiations du facile à lire. Ça, c'est plutôt, en tout cas, nous en Bretagne, c'est plutôt déployé et plutôt acquis. Mais pour les hôpitaux spécifiquement, on a présenté le facile à lire, et donc le dispositif dans son intégralité à quelques partenaires hôpitaux qui sont plutôt intéressés et qui ont l'impression qu'effectivement, en fonction des services, ça peut être vraiment un bon outil, parce qu'il y a des gens qui sont là pour plusieurs semaines, voire un peu plus longtemps, et il y a des gens qui sont là pour une semaine, voire moins longtemps, et donc il faut pouvoir avoir une offre de lecture qui s'adapte à chaque étage, on va dire, parce qu'en fonction des étages, c'est pas forcément les mêmes problématiques et les mêmes pathologies. Donc, donc ça avait l'air d'être bien reçu. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des partenariats avec des hôpitaux, à leur proposer ces collections et à leur proposer une sélection, et surtout à leur demander pour quelle pathologie, ou pour quel étage, ou pour quel type de résidence dans les hôpitaux. Voilà. Une résidence à court terme ou à long terme, on va pas forcément proposer la même chose. Merci Sarah. Alors, je pense qu'on va devoir prendre une dernière question parce que l'heure tourne. Alors, il y a eu plusieurs questions autour des livres 10. Donc, est-ce que c'est possible, pertinent d'inclure des livres 10 dans un fonds facile à lire? Et peut-être un petit peu en lien, que faire pour les enfants? C'est-à-dire que les enfants aussi ont des difficultés de lecture qui semblent parfois les mêmes que pour les adultes. Est-ce qu'il faudrait faire un fonds séparé?
Alors, enfin, de mon point de vue, oui, il faut faire les fonds séparés parce qu'on s'adresse pas du tout au même public. Le facile à lire, ça s'adresse à des grands ados, à des adultes. Ça n'enlève rien au fait que, effectivement, les enfants ont aussi des difficultés d'apprentissage de la lecture. Donc, nous, en fait, à Landerneau, assez naturellement, à la suite de la mise en place de l'espace facile à lire, on a créé un espace, quelques années plus tard, qui est complètement dédié aux enfants et aux jeunes dyslexiques, notamment avec une proposition vraiment très variée et riche de collections adaptées aux 10. Pour ce qui concerne le facile à lire, dans l'édition, en fait, il y a très peu d'offres pour les ados et les adultes 10. Donc, s'il y en a, pourquoi pas en proposer quelques-uns dans l'espace facile à lire. Mais enfin, moi, je trouve que c'est plus pertinent de créer vraiment un espace dédié pour les 10 qui, bien souvent, en plus, ont des difficultés à se repérer dans l'espace. Et donc, trouveront bien plus facilement les collections dont ils ont besoin s'ils ont un espace qui leur est dédié. Voilà. Donc, c'est vrai que quand on commence à s'engager dans une démarche facile à lire où on s'intéresse aux difficultés de lecture, assez naturellement, on va s'intéresser aux difficultés de lecture du tout petit jusqu'à la fin de la vie. Donc, bah, allez-y, mais c'est une autre démarche que le facile à lire. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est vraiment une autre démarche. C'est pas du tout le même public, ni en termes d'âge, ni en termes de difficulté. Et pour les 10, il y a une vraie offre qui est une vraie offre éditoriale qui est très variée, très dense. En plus, vous repérerez aussi que souvent, il peut y avoir du matériel aidant, justement, pour la lecture 10. Et donc, c'est pour ça que c'est pas non plus pertinent de les mélanger. D'autant plus que, comme vient de dire Hélène, sur le côté 10 adulte, on dirait que c'est magique, on devient adulte, et bien du coup, on n'est plus dyslexique. Et donc, il n'y a plus d'offres. Alors que non, on a toujours les mêmes problématiques. Donc, l'offre est moins forte. Nous, on a un site qui s'appelle Bibliodis, sur lequel on essaye de recenser toutes les collections 10. On fait aussi une variation dessus en spécifiant quand ils ont des collections adultes, quand ils ont des ouvrages adultes. Mais je pense que il faut laisser toute sa place, justement, peut-être aux éditions qui peuvent être plus atypiques et donc toucher les publics qui peuvent avoir des troubles pour qu'ils s'y retrouvent, en fait, tout simplement. Si on veut que ces différents fonds qu'on pense et qu'on réfléchit ensemble soient pertinents et adaptés, il faut leur laisser toute leur place et ne pas les brouiller en les mélangeant, en fait. Je rajouterais que pour les personnes du coup qui sont concernées par voilà l'accès à la lecture des enfants, il y a un site internet proposé par l'association Signe de Sens qui s'appelle Édition Jeunesse Accessible. Et Édition Jeunesse Accessible, c'est aussi des espaces qui sont montés donc en lien avec cette association et qui sont voilà spécifiques pour les enfants qui ont des problèmes notamment de dyslexie. Voilà. Je pense qu'on va devoir clôturer ce webinaire ici. C'est toujours un petit peu frustrant parce que voilà, on aimerait pouvoir aborder toutes les questions. Je pense qu'il faudrait au moins 3 heures en fait à chaque fois. Mais sachez que voilà, vous allez recevoir de toute façon d'ici quelques jours pour tous les inscrits à ce webinaire, vous allez recevoir d'ici quelques jours un mail avec tous les liens dont on a parlé aujourd'hui et aussi les supports des intervenantes et puis aussi d'autres ressources sur le facile à lire. Pour ceux qui ne se seraient pas inscrits au webinaire et qui se seraient connectés sans s'inscrire, vous trouverez une adresse contact sur le site de la FIL sur lequel vous pouvez envoyer un email. Et puis de toute façon, toutes ces ressources, elles seront facilement aussi accessibles directement sur le site de la FIL, dans la rubrique Actualité. Voilà, ou encore dans la rubrique Ressources et outils. Mais en tout cas, on fera de la communication aussi là-dessus. Donc, n'ayez crainte. Eh bien, un grand merci pour votre attention à tous et toutes. Un immense merci à nos 4 intervenantes. Et puis, à bientôt pour le prochain webinaire sur le facile à lire qui abordera la question de l'aménagement d'un espace facile à lire. Voilà, bonne journée à tous et toutes. Et c'est le 12 mai. Gardez la date en tête. Et c'est le 12 mai, voilà, à exactement la même heure de 10h à 11h30.
Et n'hésitez pas à aller voir vos médiathèques départementales, vos référents et vos chargés de mission structure régionale du livre. Ils sont toujours ressources. Voilà. Merci à tous et toutes. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.